Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale, comme vous le voyez, à l'extérieur. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai sorti la cravate. Nous sommes au Congrès international de chronométrie sur le campus de l'EPFL, au Convention Center, au Swiss Tech Convention Center. On va évoquer durant cette émission spéciale en deux plateaux le monde de l'horlogerie, la passion qui anime les acteurs de ce secteur. Et pour ce premier plateau, je vais vous présenter les invités, à commencer par Laurence Rochat. Bonsoir Laurence. Bonsoir. On vous connaît bien sûr comme médaillée olympique, fondeuse et ambassadrice d'Audemars Piguet. En face de vous, Michel Fazen. Bonsoir Michel. Bonsoir. Le directeur de la manufacture de Gégère-Lecoultre. On vous avait déjà reçu sur le plateau d'entrepreneurs il y a quelques temps de cela. Un plaisir de vous retrouver ici. Avec nous également François Billig. Bonsoir François. Bonsoir. Vous êtes le CEO du groupe Arotech. C'est Acrotech, excusez-moi. C'est un acteur majeur de la sous-traitance horlogère avec, en fait vous me le disiez, vous faites le moteur et pas la carrosserie au sein de l'horlogerie, donc les mouvements en particulier. Et exactement. Enfin, pour terminer avec nous, autour de ce plateau, Ursula Osterley, bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes la vice-présidente pour l'innovation au sein de l'EPFL. Vous faites, Ursula, le lien entre l'industrie et le monde des hautes écoles. Une première question pour vous. Comment est-ce qu'on arrive à amener de l'innovation dans un monde, un univers aussi empreint de tradition ? Le monde de l'horlogerie, peut-être c'est très traditionnel, il y a beaucoup de valeurs, mais il y a quand même été toujours une industrie très pointue au niveau innovation et technologie. Et la responsabilité de l'EPFL, c'est d'aider aussi cette industrie, de garder le point d'avance au niveau technologie. Ça peut être des technologies des matériaux, ça peut être des microtechniques, ça peut être des digital. Il y a plein d'activités que l'EPFL, la recherche, peut amener de valeur pour l'industrie. Et cet élément-là, j'imagine que ça concerne aussi, François, les mouvements. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation finalement dernièrement que vous pourriez évoquer ? Et exactement ce que vous venez de dire, c'est tout à fait pertinent. On doit travailler sur les matériaux, on doit travailler sur le digital, la régularité de la production. Et nos clients travaillent toujours avec des nouveaux matériaux qui sont toujours de plus en plus, qui sont usinables toujours avec plus de difficultés. Donc on doit s'y adapter. Et grâce à l'innovation, puisque dans notre groupe, nous avons créé un secteur recherche et développement où nous employons pas mal de personnes qui sont issues de cette belle école qu'est l'EPFL et pour répondre à l'innovation de nos clients. On doit suivre. On est des purs sous-traitants, mais on doit répondre à ce mouvement qui est d'innovation, qui est largement présent chez les horlogers. Oui, attention à ce que vous dites, François, parce que vous avez deux clients à vous sur ce plateau, Gégère-Lecoultre et Audemars Piguet, parmi tant d'autres qui font partie de vos clients. Sur cet élément-là, Michel Fazen, concernant cette innovation, là, alors en l'occurrence, Gégère-Lecoultre, une marque bien connue, empreinte de tradition. Dans votre cas, comment vous amenez cette touche d'innovation ? Je crois que le mariage entre la tradition et l'innovation, c'est la clé aujourd'hui, surtout pour la partie horlogère. C'est de faire vivre notre histoire, notre culture, en amenant une innovation non seulement dans les produits, mais dans les technologies, dans les savoir-faire. Et je pense que c'est là où on est les plus forts. Plus fort de la Suisse. Plus fort, pardon, je vous coupe, qu'une marque à la pomme ? Je ne dirais pas ça, mais en tout cas plus fort. La Suisse est la plus forte. Et grâce à des écoles comme l'EPFL, l'EPFZ, mais également toutes les autres écoles qu'on a en Suisse qui nous permettent d'aller chercher cette innovation. Et aujourd'hui, dans nos marques, on se réjouit d'avoir tous ces jeunes qui viennent et qui nous aident à amener des choses supplémentaires. Et cette question de la formation, on l'évoquera justement dans le second plateau tout à l'heure avec d'autres invités. Laurence Rochat, vous êtes combière et forcément l'industrie horlogère dans la vallée de Joux, c'est un incontournable. En fait, vous n'avez pas eu le choix. J'avais le choix justement de faire du ski de fond et d'aller dans l'horlogerie et j'ai fait les deux. Vous avez fait les deux. J'ai eu de la chance, non. Mais c'est vrai qu'en tant que combière, on a cette fierté aussi d'avoir créé toute cette haute horlogerie. Et quand on est petit, moi, j'avais pas des parents dans l'horlogerie, on se rend pas bien compte. Mais quand on rentre dans ce milieu-là, c'est un monde magique et c'est un monde qui perdure. Justement, même si on vit dans un monde technologique, il y a cette tradition qui perdure. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être comme Charlie dans la chocolaterie lorsque vous êtes rentré dans une manufacture ? Oui, alors oui, c'est un monde à part.
magique. Et comme je dis, c'est aujourd'hui, les clients leur sentent, on les amène au Brassus à la Vallée de Joux pour qu'ils découvrent ce métier. Et ce sont des vrais enfants. Et alors, un enfant justement de l'horlogerie, c'est vous, Michel. Vous étiez déjà tout petit dans les pattes, si j'ose dire, de votre père au sein de la manufacture. Alors oui, moi, je suis un combier comme Laurence, et très très fier. Et à la différence, c'est que moi, j'avais mes parents qui travaillaient dans l'horlogerie. Et c'est vrai que tout petit, j'avais la chance d'aller faire mes devoirs à partir de 6 ans ou de 7 ans dans la manufacture. On me mettait sur un établi pendant que mes parents travaillaient, faisaient le nettoyage. Et j'ai grandi dans l'horlogerie, j'ai grandi dans la Vallée de Joux. Et c'est vrai que c'est une passion qui fait que de croître en soi. Et je trouve qu'elle a tellement évolué, elle continue d'évoluer. Je le disais tout à l'heure, hein, de continuer à faire vivre cette tradition. Et en même temps, cette innovation, cette technologie qui aujourd'hui fait que ça nous pousse à aller rechercher des limites. Et ça, c'est incroyable. Et je rejoins sur ce que disait aussi tout à l'heure M. Billig. Aujourd'hui, on a des partenaires qui nous suivent. Ils sont bientôt aussi fous que nous. Et ça, c'est très bon. C'est comme ça qu'on va y arriver. Ursula Osterlé, sur ces profils qui sont très recherchés, on l'a compris, notamment au sein des sous-traitants, de ces profils issus des hautes écoles. C'est quoi les profils, en l'occurrence, au sein de l'EPFL, qui sont demandés, recherchés par l'industrie horlogère? C'est principalement des experts, okay? Parce que la formation de l'EPFL, c'est plutôt l'expert pour faire la recherche, le développement et aussi un peu la stratégie au futur. Mais on a parlé de l'innovation de produits, mais il y a toute une innovation aussi dans la production, la fabrication haute précision, surtout durable. Maintenant, on a toutes ces questions autour de durabilité. Aussi, l'assemblage de la technologie et tout. Alors ça, sont tous des différents profils. Alors on cherche des gens de matériaux, on cherche des gens de microtechnique. Alors on cherche des différents profils. Et ça, c'est la responsabilité de l'EPFL et l'ETH, c'est le talent development dans cette direction. La question, vous l'avez soulevée, de la durabilité, ça c'est un thème évidemment majeur dans l'industrie horlogère aussi forcément. François Billig, au sein de la sous-traitance, comment on intègre cette question de durabilité? Mais nous, on est des purs sous-traitants. Donc on est à la merci, mais c'est un terme gentil de nos clients, on doit s'adapter à nos clients. Les clients aujourd'hui recherchent, un des points importants de l'horlogerie, c'est la fiabilité. Ils donnent des garanties de plus en plus longues. Donc automatiquement, ils sont plus exigeants avec nous, notamment du point de vue des tolérances, du point de vue de la fiabilité des matériaux. Et nous, on doit s'adapter pour répondre et pour qu'ils puissent sortir des mouvements qui soient eux-mêmes très fiables et que ces garanties, elles soient très peu sollicitées. Parce que si on donne des garanties, c'est pas pour payer pendant 7 ans. Je crois que c'est maintenant, ils sont allés jusqu'à 7 ans de garantie sur une montre, ce qui est quand même exceptionnel. Et donc, il faut que la fiabilité, c'est le maître mot de leur métier. Un mot sur la question du marché. Alors, on vit une période très particulière, évidemment, avec la sortie de la pandémie, avec la guerre en Ukraine, avec une hausse, une flambée des prix des matières premières. L'état du marché actuellement, Michel Fazen, au niveau mondial pour l'horlogerie suisse, il y a forcément des opportunités, mais ça reste compliqué. Il y a des belles opportunités, ça reste compliqué. Mais je crois qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a l'habitude de s'adapter, d'être flexible. On en a vu d'autres au sein de l'horlogerie. Tout à fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, la différence qu'il y a, c'est qu'on est prêt et on se prépare à l'avenir. Donc, on parlait tout à l'heure de durabilité, mais on parle beaucoup en ce moment de la crise énergétique. On ne sait pas réellement donc, qu'est-ce qui va arriver. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on peut s'y préparer. Et on s'arme pour faire face à ce qui va se passer. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, le business est plutôt bon. Nos activités, nos manufactures, que ce soit au Brassus, que ce soit dans toute la Vallée de Joux, tournent bien. Donc il faut continuer, mais il faut surtout bien se préparer à ce qui va arriver. Et qu'est-ce qui va arriver alors? On nous parle beaucoup de crise énergétique. On sait aussi que tous les marchés ne sont pas encore ouverts. J'espère qu'on en a réellement terminé avec la pandémie, mais je pense qu'on va avoir autre chose. Quoi? Je ne sais pas. La seule différence qu'avant, c'est qu'on avait des périodes de 5-7 ans d'une crise à l'autre. Aujourd'hui, elles sont tellement courtes qu'on arrive mieux y faire face et on l'a vu pendant la période du Covid. Et je vais vous dire quelque chose. Dans des régions comme la Vallée de Joux, on a beaucoup de marques horlogères, on est concurrentes. Mais quand on doit être solidaire, on sait être solidaire et on sait passer les moments difficiles. Voilà, ça c'est un point intéressant, Laurence, sur ce côté solidarité. On est en concurrence, mais finalement on est dans le même bateau. Bien sûr, avec l'histoire de l'horlogerie à la Vallée de Joux, ont toujours une collaboration très forte.
C'est vrai qu'on a très très bien travaillé avec Jaeger durant longtemps et avec toutes les marques. Et ça, c'est vraiment, je pense, la force de la vallée pour passer ces crises. Moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est le côté client. Aujourd'hui, j'ai de la chance de m'adresser au client final. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est lui aussi qui nous fait vivre. C'est sûr qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, même énergétiques ou même au niveau des montres. Mais à la fin, nous, on veut tous qu'un client soit satisfait. Vendre du rêve. Vendre du rêve. Et nous, la chose la principale, c'est de connaître ses clients. Auparavant, on n'avait pas l'occasion de les connaître. Aujourd'hui, on connaît 80% de nos clients à qui on vend. Et c'est une aventure fantastique, nouvelle pour la marque. Et dont nous sommes fiers, parce que nous apprenons aussi beaucoup d'eux. C'est vraiment une grande famille. La question du marché, j'aimerais aussi entendre François sur cette question-là. On imagine qu'en tant que sous-traitant, c'est vous qui subissez peut-être le plus de pression. Exactement. On dit en général que le sous-traitant est une variable d'ajustement. Alors c'est sûr que si ils ne vendent plus de montres, on ne peut pas leur livrer des pièces pour faire des mouvements et on doit attendre que les jours deviennent meilleurs. Ça s'est amélioré sur ce point-là ? Ça s'est amélioré parce qu'on devient de plus en plus partenaire et on a vraiment confiance en nos clients. Vous avez 2 représentants qui sont vraiment qui sont importants pour nous, puisque c'est 2 très très bons clients de notre groupe. Et vous voyez l'enthousiasme, vous voyez l'énergie qu'il y a. Alors on leur fait confiance. On sait, on est tendu comme tout le monde, parce que c'est une situation qui est très spéciale en ce moment, avec ce que vous venez de dire, avec tous les problèmes géopolitiques, énergétiques, etc. Et donc mais on continue à travailler, on continue à avancer, et on espère avec cette énergie, cette force, on aura des crises, on arrivera à les surpasser. Alors, pour ce qui concerne notre groupe, 50% de notre activité est dans le domaine horloger. Et là, on se... Le reste, c'est le médical notamment. Principalement le médical. Et là, je dis que l'horlogerie, les Suisses en particulier, je peux le dire, puisque je suis naturalisé que depuis très récemment. Les Suisses sont très, très modestes. Merci. Les Suisses sont très, très modestes. Et quand je vois qu'on transfère de la technologie qui vient de l'héritage horloger vers le médical sur des petites pièces, et là, on s'aperçoit qu'il y a un réel savoir-faire et c'est ce qu'on essaye à un autre niveau et modestement à faire ces transferts de technologie et à s'adresser au marché médical qui est un marché mondial, parce que effectivement si l'horlogerie tousse, nous on n'est pas trop bien. J'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire M. Billig. Je crois qu'il y a un point qui est aussi très important, c'est que peut-être qu'il y a une vingtaine d'années en arrière, des groupes comme Acrotech étaient des fournisseurs ou des sous-traitants. Aujourd'hui, ce sont des partenaires. On travaille... Réellement, parce qu'on pourrait vous dire, Michel, c'est du marketing. Non, réellement. Je pense qu'on se sent très à l'aise quand on va chez eux. Ils nous ouvrent les portes et je pense qu'ils se sentent très à l'aise quand ils viennent dans nos maisons. On n'a pas le choix. Il faut travailler ensemble. Il n'y a qu'ensemble qu'on y arrivera. Et aujourd'hui, ce sont des vrais partenaires et on doit compter là-dessus, parce que si on veut continuer à faire la différence, ça sera tous ensemble. Un mot avec vous, Ursula Sterlet, parce que je vous voyais opiner du chef quand on entendait François Billig évoquer cet écosystème autour de l'horlogerie, entre l'horlogerie et le médical. En tant que haute école, à l'EPFL, mais aussi l'université, on critique souvent les hautes écoles d'être pas assez terre à terre avec l'industrie, de former des têtes dans leur domaine, mais de ne pas faire le lien réellement avec l'industrie et les besoins du marché. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? On comprend les critiques parce qu'on aimerait toujours avoir plus, mais on fait quand même beaucoup d'efforts. Ici, juste à côté, il y a un parc innovation avec 150 startups, une quarantaine de grandes entreprises. Et le but, c'est exactement de faire le lien avec le labo de recherche, avec les professeurs, pour faire ce transfert de technologie. Le problème, c'est la recherche est pointue sur un sujet. L'industrie, il cherche une solution. Alors, il faut combiner plusieurs points de recherche pour faire une solution. Alors, on a le parc ici. On a aussi à Neuchâtel, au centre microtechnique, Microcity à Neuchâtel. Ça sert que à transférer la recherche dans l'industrie. À travers start-up ou avec des collaborations avec l'industrie. Et là, il y a l'industrie qui sont sur place. Toutes les entreprises horlogères, vous êtes tous sur place à Neuchâtel où on travaille. Après, il y a aussi ce transfert vers le médical. Hein. Il y a l'expertise horlogerie qui maintenant vient de plus en plus dans le médical. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans ce parc d'innovation, maintenant, il y a un multi-industrie, il y a un transfert de savoir-faire qui est bien pour la Suisse, pour les nouveaux domaines. Alors, on parle beaucoup d'état du marché, de cet écosystème, de la force de l'horlogerie, tant au niveau
de l'histoire que de la tradition en Suisse. On a tendance à peut-être oublier dans cette discussion que l'écrasante majorité des produits horlogers sont exportés. Michel, chez vous, c'est quelle part d'exportation? Une certaine part. Ah voilà, un chiffre qu'on ne peut pas dire, mais on peut dire que c'est une part très importante. C'est une part très importante, mais il faut aussi quand même savoir qu'aujourd'hui, les marchés se sont quand même recentrés aussi sur leur clientèle locale. Et ça, je crois que c'est un gros travail qui a été fait par toutes les marques en Suisse pour aller chercher le client local. Donc je pense que c'est des choses qui vont beaucoup évoluer. Ah oui, ça, c'est carrément un changement d'air. Laurence, vous disiez ce contact avec la clientèle qui est nouvelle, ce contact avec la clientèle locale. Finalement, tout ce qui se passe dans ce monde-là, on voit même à des éléments très pratiques, ça se traduit aussi dans l'horlogerie. Complètement. Et nous, on a déjà fait ce pas avant le Covid, de pouvoir ouvrir nos propres points de vente, de créer des happy house, donc des espaces plus grands, pas forcément sur les pignons sur rue, mais que les gens viennent chez nous comme à la maison. Et en fait, ça a confirmé que c'est la tendance. Donc, en Suisse, je vous dis, on vend principalement aux Suisses, et avant, c'était quand même, à Genève, c'était quand même beaucoup d'étrangers. Les Chinois viennent moins, donc c'est vrai que nous, on a anticipé ça, vraiment. Donc en fait, nos avant-postes, je trouve ça intéressant peut-être d'évoquer ça avec vous, François, de se dire que là, on a quelque chose de vraiment concret sur... Est-ce que c'est une remise en cause, selon vous, de cette globalisation à tout va qu'on a eue pendant des décennies? Mais je crois que la force de l'industrie horlogère, c'est de s'adapter. Ce que ma voisine vient de le dire très très justement, c'est qu'ils reviennent aux sources et je pense que grâce à leur marketing qui est très puissant et sur des produits de haute qualité, parce qu'on a beau vanter des produits, mais il faut aussi qu'ils soient de qualité derrière, ça fait que l'horlogerie se développe et se démocratise aussi peut-être un peu. Aujourd'hui, c'est plus que il n'y a pas que seulement l'élite qui peut acheter de l'horlogerie suisse. Donc ça c'est aussi intéressant. Mais nous, on est bien sûr toujours prudent parce que s'il y a une crise horlogère, on souffre, tout le monde souffre, et nous par incidence également. Et c'est pour ça qu'on s'est diversifié et qu'on essaye d'utiliser cette technologie qui est propre à l'horlogerie, de la transférer sur d'autres secteurs et notamment le médical, comme je le soulignais. Ursula Osterlé. Il y a aussi beaucoup d'innovation dans la relation avec les clientèles. Et c'est surtout là on a beaucoup d'avantages parce que les marques horlogers suisses sont lifestyle marques. Alors, on veut un engagement. Et le digital aide beaucoup à faire ça. Alors, on peut faire des shops de commerce digital avec les gens. Et à l'autre côté, il y a quand même un vendeur qui est là pour la discussion, un dialogue. Il y a tout ce qui est personnalisation sur les montres. Alors, il y a plein d'activités au niveau relation clientèle qui renforce, même si physiquement on n'est pas dans le même endroit. Oui, très bien, le compromis. On arrive déjà au terme de ce premier plateau. Un grand merci à vous toutes et tous, Ursula Osterlé, Michel Fazod, François Bédic et Laurence Rocha pour votre participation, de nous avoir fait partager votre vécu de l'horlogerie, votre passion également. Mais justement, la passion, c'est le fil rouge de cette émission spéciale au Congrès international de chronométrie ici à l'EPFL. Vous ne bougez pas, dans quelques instants seulement, on va changer de plateau avec des passionnés, encore une fois, mais cette fois-ci, on va s'intéresser plus précisément, on l'a un peu évoqué d'ailleurs, de la formation au sein de l'horlogerie suisse. À tout de suite. De retour pour la seconde partie de l'émission, second plateau, on va s'intéresser à la formation, au savoir-faire horloger en Suisse, et on verra que ça ne concerne pas que la Suisse justement. J'ai le plaisir d'accueillir pour discuter de cette thématique autour de ce plateau en direct de l'EPFL, Catherine Régnier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la CEO de Jaeger Lecoultre. Face à vous, forcément vous le connaissez, c'est un habitué de l'émission, Luc Heusch. Bonsoir Nasrat. Bonsoir Luc, membre de la direction du centre patronal. Et puis puisqu'on parle de formation, on accueille un apprenti à l'école de Namur, à Liata. Il s'agit de Louis Borgsmans. Bonsoir Louis. Bonsoir. Et face à vous, votre prof, finalement, c'est Alain Herman qui est avec nous. Bonsoir Alain. Bonsoir. Quand on parle de formation, Alain, je vais débuter avec vous. Le travail technique qu'on apprend dans les écoles, notamment au sein de votre école, j'entendais durant ce congrès que ce métier n'a pas beaucoup évolué sur les 50 dernières années. C'est le cas ?
Alors oui, effectivement, le métier a peut-être peu évolué, les gestes sont toujours les mêmes, mais la technique et la technologie vient en support de notre travail. Par exemple? Par exemple, les nouveaux appareils de contrôle. Oui, il faut vraiment former les élèves à ces nouvelles technologies. Et donc, voilà, pour nous, c'est toujours un challenge et on doit évidemment nous-mêmes nous tenir au courant de ce qui évolue, même si l'horlogerie reste toujours la même. Mais voilà, on doit donner une formation qui est au goût du jour à nos élèves. Évidemment, ça on l'imagine bien. Louis Berkmans, pourquoi l'horlogerie et pas un autre métier? Passionné de montres depuis plutôt jeune. Je ne savais pas exactement dans quel domaine aller. Et vers mes 14-15 ans, je pense, j'ai intégré un groupe de personnes passionnées de montres en Belgique. Et en fait, on a fait la visite d'un atelier en Belgique, à Waterloo plus précisément, de l'atelier Van Riet. Et là, je suis tombé amoureux du métier, de l'environnement dans lequel il travaille. C'était vraiment impressionnant pour moi. Et j'ai rencontré là un jeune qui faisait partie de ce même club, entre guillemets, qui m'avait vendu du coup les mérites de l'IATA, que j'ai été visiter par la suite, et je me suis directement inscrit pour pouvoir faire ma formation d'horloger. Voilà, donc là vous êtes en pleine formation. Est-ce que le but ultime, c'est de rejoindre la Suisse? Alors, je pense que dans un premier temps, oui. J'aimerais vraiment poursuivre, entre guillemets, ma formation, malgré le fait qu'on est déjà diplômé. Poursuivre ma formation, je pense que c'est un métier dans lequel on apprend quasiment continuellement. Donc poursuivre dans un premier temps ma formation en Belgique, en Suisse, pardon, probablement dans la vallée de Joux. Moi, j'étais jamais venu, c'était la première fois pour moi. C'était très impressionnant, vraiment magnifique. Sur 2 km de parcours, on peut voir... Vous verriez y vivre, y travailler? Y vivre, pour le moment, j'avoue, un peu moins. C'est un peu calme. Mais y travailler, ouais, probablement, fatalement, y vivre, du coup, pour un certain nombre de temps, quitte à rentrer en Belgique par après pour ouvrir mon propre atelier ou ce genre de choses. Catherine Régnier, CEO de Jaeger-LeCoultre, est-ce que le profil, alors c'est pas une séance de recrutement, mais est-ce que le profil de Louis est un profil justement qui va intéresser les marques horlogères? Tout à fait. Et concernant la vallée de Joux, je vous propose qu'on en discute après l'émission, parce qu'il y a vraiment des régions, c'est une région magnifique à découvrir. Oui, complètement. La manufacture aujourd'hui, Jaeger-LeCoultre s'attelle à faire venir les jeunes générations dans nos métiers, soit à travers des écoles européennes, soit à travers les apprentis qu'on accueille dans la manufacture tous les ans depuis 1992. Et pour nous, dans notre centre de formation en interne, c'est vraiment un vivier d'horlogers, mais aussi de qualiticiens ou dans la microtechnique qui va venir ensuite alimenter la manufacture et les manufactures alentours. Vous avez un centre de formation très important, effectivement, au sein de Jaeger-LeCoultre dans la vallée. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne trouvez toujours pas finalement les bons profils, que vous préfériez finalement les former vous-même? Alors, ça part de là, très certainement, au tout début. Aujourd'hui, on a un vivier qui s'alimente tous les ans. Par contre, la formation pour nous, pour faire vivre le métier d'horloger, que ce soit dans la maison Jaeger-LeCoultre, dans d'autres maisons, pour faire grandir des nouveaux métiers, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que le métier d'horloger, le geste est resté le même, mais il y a plein de nouveaux métiers. Le métier de la qualité, il y a beaucoup de techniques qui ont évolué à travers la machine, à travers évidemment l'innovation. Et faire vivre ces métiers-là, éduquer les nouvelles générations, c'est primordial pour que l'industrie horlogère continue de briller comme elle brille aujourd'hui en Suisse et ailleurs. Et justement, alors l'une des forces de cette industrie, Luc, c'est justement sa formation, c'est notamment cette fameuse formation duale que, paraît-il, on nous envie à travers le monde. Absolument, je crois qu'aujourd'hui, il est indéniable de dire que l'un des succès de la Suisse, c'est grâce à cette formation duale. Et en particulier dans l'horlogerie, je crois que les exemples sont très nombreux avec de multiples manufactures qui engagent énormément d'apprentis dans différentes filières et notamment évidemment la filière horlogère. Et avec des débouchés très forts, je rappelle tout de même, vous avez 57 000 emplois directs en Suisse en lien avec l'horlogerie, 100 000 emplois indirects en lien avec l'horlogerie également. Et puis vous avez un emploi sur 3 qui provient d'un travailleur frontalier ou provenant de l'étranger. Donc nous avons absolument besoin de nous ouvrir au monde, de continuer l'ouverture de nos frontières pour faire perdurer ce secteur extraordinaire en Suisse. Et quel est le regard, Alain Herman, du prof que vous êtes en Belgique de l'industrie horlogère suisse? C'est un regard premièrement admiratif, parce que voilà, on approche des pièces qui sont
pour nous essentiellement dans les catalogues. Et donc on peut venir voir tout ce qui se passe ici en Suisse. Et donc c'est un milieu qui est quand même privilégié, il faut pas se le cacher. Moi, j'ai la chance d'être passionné par ça, et donc voilà, c'est vraiment un grand intérêt que j'ai de venir ici, parce que en plus la transmission des connaissances, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc voilà, plus il y a de contacts, plus il y a de rencontres, plus il y a d'interactions, mieux c'est. La transmission du savoir, c'est justement les termes que vous avez employés, Catherine, quand on a préparé cette intervention. Je dis, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Vous me disiez, mais c'est la transmission du savoir à titre personnel, mais en tant que CEO aussi. Oui, tout à fait. La transmission, c'est ce qui donne du sens à l'horlogerie, à notre industrie, à nos savoir-faire. On construit l'horlogerie de demain sur l'héritage de nos maisons. Donc, respecter ce savoir, les faire perdurer de génération en génération, c'est ce qui nous permet de continuer dans une lignée d'innovation et de créativité. Et on est vraiment dans une industrie qui a besoin de former des jeunes, mais qui a aussi besoin d'éduquer le public sur ce que nous faisons. On parle parfois des secrets de maisons horlogères. Au contraire, ouvrons nos portes, c'est ce qu'on a fait dans la Vallée de Joux et dans notre manufacture. Partageons avec le public notre passion, nos savoir-faire, et montrons la beauté d'une industrie ancestrale qui a su toujours se renouveler. Ça me tient particulièrement à cœur. Et justement, l'ouverture des portes, en fait, on en parlait dans le premier plateau. Il y a une nouveauté, enfin quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est le rapport au client pour les marques horlogères. Oui, tout à fait. Le rapport au client qui vient dans nos magasins, mais aussi le rapport au grand public qui découvre l'industrie horlogère, son histoire, son patrimoine, sa technicité, ses innovations, qui seront clients ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on accueille des visiteurs dans la manufacture ou dans nos ateliers de découverte, ce sont aussi des personnes du grand public qui découvrent un monde, un savoir-faire, qui s'intéressent, qui sont curieux, et peut-être un jour qui seront clients, mais pas toujours. Et je pense que c'est fondamental ce que vous dites. Enfin, j'invite toutes les téléspectatrices et téléspectateurs à visiter un atelier de grande complication ou de restauration, parce que c'est extraordinairement... On l'a fait ensemble, Luc, on l'a fait, exactement. C'est impressionnant. Et c'est vraiment impressionnant, parce que franchement, c'est une industrie un peu schizophrénique. Si on s'arrête de premier abord, la montre, elle coûte très cher, elle ne sert qu'à indiquer l'heure. Vous avez n'importe quel device qui vous montre aujourd'hui l'heure, et vous dites finalement, ça n'a pas du tout évolué. Mais non, en faisant ce genre de visite, vous voyez se concentrer de technologie et d'invention dans le domaine microtechnique sur 1 ou 2 cm², je trouve ça absolument fascinant. Je vous rejoins exactement. Si les montres aujourd'hui n'étaient là que pour donner l'heure, elles auraient été largement dépassées. Il y a beaucoup plus derrière, c'est certain. De l'émotion, de l'innovation, de la passion, des jeunes apprentis, des jeunes clients. C'est un monde très dynamique. Alors, Alain Herman. Alors, il y a quelque chose qui nous sert beaucoup, nous, dans l'enseignement, en tout cas en Belgique, c'est la communication que les entreprises font au grand public maintenant. Communication qui n'existait pas auparavant. Et donc, les jeunes, ils sont un peu... ils ont les yeux écarquillés face à ça. Et donc, ça les intéresse vraiment. Ce n'est plus un métier... qui était pratiqué par les grands-parents pour réparer de vieilles pièces. Non, c'est un métier vraiment qui va vers l'avant et vers l'avenir, donc ça les intéresse beaucoup. Alors justement, je propose qu'on pose la question aux jeunes qui est sur ce plateau, ne le prenez pas mal, mais il est clairement plus jeune que nous. Louis Berkmans, on nous dit les jeunes justement n'ont plus le même rapport avec la montre, on parle beaucoup de ces montres connectées. Vous avez quoi là, au poignet par exemple? J'ai une montre vintage, une Universal Genève Paul Router. Une montre vintage, ça aussi, alors il paraît que le vintage, en particulier auprès des jeunes, c'est une tendance très forte. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Vous me parlez de montres connectées. Moi, ce que je constate dans mon entourage, c'est justement l'inverse. C'est plutôt les personnes un peu plus adultes qui s'intéressent aux montres connectées, la technologie, ils aiment bien. Et nous, on revient plutôt... Il y a des montres connectées? Non, personne n'aurait osé venir avec une montre connectée ici. Pardon, Louis. Et nous, ouais, en tout cas, dans mon cercle d'amis et dans mon cercle entourage, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent justement aux montres vintage, et même pas forcément du vintage, des montres qui sortent aujourd'hui. Je vois, en tout cas...
c'est un peu compliqué pour moi de parler avec un regard extérieur parce que finalement, mon entourage, ce sont tous des élèves en horlogerie, tous passionnés. Donc fatalement, on se retrouve tous autour d'une montre et on discute et c'est un vrai plaisir. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les jeunes de mon âge, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que le vintage, dans notre génération, fait plus fureur, entre guillemets, que le monde connecté. Est-ce que vous dites démontre la force de résilience de cette industrie? Vous avez eu 3 crises majeures dans les années 70. On a les Asiatiques qui débarquent en masse avec la montre à quartz. Vous avez Apple avec sa montre connectée qui débarque, qui certes vend aujourd'hui plus de montres que l'industrie suisse en quantité. Malgré ceci, l'horlogerie de luxe tient admirablement le cap. Et puis vous rajoutez encore la crise du coronavirus, où tout s'est arrêté pendant 1 année et demie. Et puis finalement, les exportations rebondissent de manière massive et on a plus d'exportations aujourd'hui qu'avant la crise. C'est juste extraordinaire. Oui, je vous rejoins complètement. Et au fond, la montre connectée qui a pu faire peur à une époque a plutôt remis la montre au poignet d'une génération. On a repris l'habitude de porter une montre. On a 2 poignets, donc on peut en porter 2 dans le pire des cas. Et a fait ressortir l'héritage, l'innovation, l'intemporalité de l'horlogerie traditionnelle. Et a ramené en plus, avec une période d'incertitude, de questionnement avec la pandémie, des valeurs sûres, des valeurs qui rassurent. Et c'est vraiment... sur ce point, le point de l'horlogerie. Sur ce point-là, précisément, Catherine Régnier, parce que on le voit, on parlait de la communication au client, du marketing qu'évoquait Alain Herman tout à l'heure. Il y a cet ADN extraordinaire de l'horlogerie suisse en particulier, qu'il n'y a pas besoin de dire beaucoup de choses. Elle parle d'elle-même, de raconter des histoires, et en l'occurrence, c'est une histoire fabuleuse. Alors oui, tout à fait. On a quand même beaucoup de choses à raconter, que ce soit sur nos savoir-faire, sur notre histoire individuelle de maison, sur nos créations, notre innovation, parce qu'en plus, l'horlogerie, c'est vraiment un monde d'innovation. On le voit aujourd'hui lors de ce congrès. On a autour de la table des ingénieurs de recherche et développement et une concentration d'idées, de technicité qui est vraiment unique. Et l'horlogerie aujourd'hui a beaucoup à raconter aussi pour le futur, que ce soit dans l'innovation technique, mais aussi dans le style, dans le design. On voit de plus en plus de cadrans de couleurs, on voit des nouveaux accessoires, on voit plus de personnalisation aussi. Plus de personnalisation. Donc à beaucoup de niveaux, que ce soit des niveaux de décoration ou des niveaux vraiment de technicité, l'horlogerie fait des grands pas vers l'avenir. Donc c'est vraiment un monde en marche. Un monde en marche, si vous le voulez bien, je vais juste vous raconter une anecdote parce qu'on parlait de la relation avec les jeunes et leurs montres. J'étais à New York l'automne passé, elle est courte l'anecdote, je vous rassure. Un jeune, 12-14 ans, me demande l'heure. Par réflexe, je lui tends mon poignet et là, moment de suspension, je constate qu'il ne sait pas lire le cadran d'une montre. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alain Herman, d'entendre ça? Ah, mais ça, c'est compliqué comme question. C'était pas au fin fond d'un pays qui n'a pas forcément beaucoup de technologie. Oui, là, on parle de New York. Pour l'avenir, justement, finalement, du monde de l'horlogerie. Alors, je comprends très bien, mais voilà, l'horlogerie est tellement vaste aussi que, évidemment, ça a intéressé un bon nombre de personnes auparavant, et peut-être maintenant que les jeunes se tournent plus vers une technologie connectée, dont on parlait tout à l'heure, et ont l'habitude, ce réflexe automatique de ne plus se tourner vers ce qui est je vais dire notre patrimoine, et voilà, c'est un peu dommage. Moi, ça vous fait un peu mal au cœur, en fait. Oui, ça me fait un peu mal au cœur. Ça ne m'inquiète pas parce que je sais bien que, à côté de ça, il y a beaucoup, malgré tout, de jeunes qui s'intéressent, et l'horlogerie est loin d'être finie. Mais voilà, on a envie un peu d'aller les coloniser, alors ceux-là. Catherine Régnier. Alors, 12-14 ans, c'est une donnée importante de l'équation. J'aimerais revoir ce jeune dans quelques années, quand il sera sorti de sa crise d'adolescence, qui boira plus que du coca, qui découvrira un monde de culture et qui se fera sa propre opinion. Et je suis certaine qu'il découvrira l'horlogerie. Et j'ai 2 garçons, un de 14 ans, un de 17 ans. J'ai déjà vu la différence entre les deux. Donc, qui sait, peut-être quelqu'un inventera encore un autre type de montre que nous ignorons à l'heure actuelle avec le rythme du jour. On lance les paris. Et justement, Luc, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette
résilience, cette capacité de l'industrie horlogère en particulier à vivre crise après crise. On évoquait sur le premier plateau la situation très particulière que l'on vit aujourd'hui au niveau international. Les personnes qui participaient au premier plateau étaient toutes très optimistes en disant mais l'industrie va s'en tirer encore une fois. Alors je dirais en tout cas l'industrie du luxe. Je pense qu'il y a industrie, mais on voit bien que c'est au niveau des montres de luxe. Quand je parle des montres de luxe, c'est du 2000, 3000 francs et plus dont on parle. C'est elles qui tirent le niveau des exportations. Celles qui sont en dessous, on a peut-être plus de soucis à se faire, en tout cas pour ce qui est de l'industrie suisse, parce qu'il y a une très 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 grosse concurrence. Mais on remarque d'une manière générale, pour répondre à votre question, Nasrat, que l'industrie du luxe, elle passe les crises sans encombre. Vous rejoignez cet aspect-là, Catherine Régnier? Oui, alors tout à fait. Encore une fois, c'est pour moi un retour aux valeurs, à ce que représentent nos objets, au respect des savoir-faire, du travail de la main, d'un héritage, qui sont des valeurs sûres, des valeurs stables. Et c'est ce qu'on a pu constater à travers les différentes crises. Aujourd'hui, évidemment, l'environnement est incertain. J'ai envie de dire que ça fait 3 ans qu'il est incertain et qu'on a appris dans ces 3 dernières années à vivre avec cette incertitude. On continue d'avancer, on continue d'innover, on continue d'investir et on gérera les temps voulus, ce qu'il faudra gérer. Et on a un franc très fort ou un euro très faible, c'est selon, et les exportations continuent à merveille dans ce domaine. Donc c'est incroyable la résilience de cette industrie. Oui, comme quoi donc les beaux jours sont encore à venir et c'est tout le mal évidemment qu'on espère pour cette industrie. On va terminer cette émission, ce plateau peut-être avec une question que j'ai envie de vous poser à chacun, un passionné d'horlogerie. C'est quoi le modèle pour vous qui est emblématique, que vous avez peut-être déjà eu au poignet ou que vous rêveriez d'avoir? On commence avec vous, Louis. C'est une question compliquée. Il va falloir choisir. Il y en a beaucoup. Moi, je pense que le Graal, vraiment, pour moi, ce serait une Philippe Dufour. De par tout le mythe autour de ce personnage, c'est une horlogerie de fou il fait tout à la main. C'est très impressionnant, il est seul. Moi, je suis vraiment admiratif de ce monsieur. C'est en grande partie lui qui m'a donné envie de faire ce boulot. Donc, probablement une dualité de Philippe Dufour. Luc. Bon, moi, je porte une montre solaire, alors c'est le mouvement perpétuel, mais avec l'énergie solaire. Je vous en prie, Alain. Ouais, pour moi, ce ne serait pas nécessairement une marque, mais plutôt une montre qu'un élève aurait terminée et il m'aurait dit voilà, je viens de la régler pour vous. Magnifique. Et Catherine Régnier? Alors pour moi, c'est une Reverso. Elle représente... Vous ne pouviez pas dire autre chose, de toute façon. Mais je n'aurais pas voulu dire autre chose. Elle représente 90 ans d'histoire. Elle a une identité unique, une signature et une intemporalité qui me touche. Catherine Régnier, CEO de Jaeger-LeCoultre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Luc du Centre Patronal, Louis Berkmans et Alain Herman de l'IATA à Namur en Belgique. Et puis, Louis, j'imagine que vous passez la nuit à Lausanne? Tout à fait, oui. Allez faire un tour dans les bars à Lausanne, vous verrez que c'est pas très loin de la vallée de Joux et on s'y amuse très très bien. Vous confirmez? J'en doute pas. Oui. Et il y en a aussi quelques-uns à la vallée de Joux, mais il y en a un peu moins. Voilà. Il a des adresses, Luc, il va vous les donner. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale donc, depuis l'EPFL pour le Congrès international de chronométrie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce sera du côté de Fribourg. Bonne suite de programmes sur la télé. À très bientôt. Ciao.